Gabriel Bouillon, chargé de mission à l'agriculture de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse au sein du service du développement économique du Pays de Grasse. Et par ailleurs, je fais également la relation entre notre conseil de développement et notre président, monsieur Jérôme Viau. Donc pour ma part, je suis mis à disposition à 20% du conseil de développement, mais je peux m'appuyer aussi sur une collègue qui, elle, est mise à disposition à 50% de son temps de travail au conseil de développement. Je suis là ce matin pour vous présenter rapidement la genèse du projet alimentaire territorial du Pays de Grasse, faire le point sur également toutes les données que nous avons dû brasser pour commencer à élaborer ce PAT et faire le lien avec tout le travail qu'effectue et que vous présente régulièrement Christophe. Le, le pays... Ah, un instant, ça ne veut pas se dérouler comme je veux. Adieu Berthe. Alors, il a dû commencer par la fin. Voilà, on y est. Donc rapidement, le Pays de Grasse se trouve dans le département des Alpes-Maritimes, hein, si particulier avec cette chute des Alpes dans la mer. Il est très intéressant parce qu'il part de 6 mètres d'altitude pour monter jusqu'à 1700 mètres d'altitude, donc un territoire en altitude qui est extrêmement rural. Mais aussi sur la bande littorale avec une grande tradition agricole, mais dans un contexte de déprise de l'agriculture qui a été très marqué jusque dans les années 2010, puisque le dernier recensement agricole nous laisse des raisons d'espérer, semble stagner, semble faire apparaître qu'il y a un stop de l'érosion agricole. 100 000 habitants, donc je vous le disais, le plus intéressant, c'est que mon territoire, il va de 6 à 1700 mètres d'altitude. 4 700 hectares sont composés de zones agricoles au PLU, 26 500 hectares de zones naturelles. Donc un territoire, je ne vous cache pas, très intéressant. La communauté d'agglomération du Pays de Grasse, elle vit depuis sa première forme en 2003 à partir de 5 communes et a évolué en 2014 sur 23 communes. Donc, comme pour beaucoup de PCI, un certain nombre de compétences qui s'appuient sur une organisation d'un peu moins de 600 agents, des contractualisations régulières avec l'État, donc les dernières en date, CRTE, projet alimentaire territorial, plan climat air énergie, précédemment également contrat de ruralité. Et nous gérons également des marques et des labels pour mettre notre territoire en défense et notamment pour ce qui concerne notre industrie de la parfumerie et nos producteurs de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Et tout ça fait en sorte que nous avons un réseau de partenaires très conséquent, que ce soit nos collectivités membres, des collectivités voisines, les agences de l'État, les entreprises du territoire, les ONG locales. On connaît assez bien l'ensemble de l'écosystème du territoire à partir de la communauté d'agglomération et qui est, ben, comme vous l'aurez compris, doté également d'un conseil de développement. Le projet alimentaire territorial, c'est une démarche dans laquelle les élus ont souhaité que nous nous engagions à partir de 2014. C'était déjà pour quelques rares communes un argument de campagne. Et nous étions alors participants d'un réseau régional qui s'appelait Circuit Court, qui est un réseau qui nous permet de partager nos expériences, nos connaissances, essayer de faire évoluer. Alors à ce moment-là, plutôt la commercialisation de notre agriculture en circuit court, mais nous n'étions pas en reste. Mais on était déjà dans une préfiguration de ce qu'allaient être les projets alimentaires territoriaux. 2014, création de la CAPG, 23 communes, et en 2016, une sollicitation claire de nos élus pour essayer d'améliorer l'approvisionnement local de notre restauration collective municipale.
En 2018, on a créé également un syndicat métropolitain à l'ouest des Alpes-Maritimes qui s'appelle Cap Azur et qui regroupe 4 PCI et à peu près un peu moins de 500 000 habitants, donc une échelle de population entendable au niveau national mais même européen. On a commencé par recruter des stagiaires. Alors, il existe un diplôme universitaire alimentation durable pour les collectivités porté par l'Université Côte d'Azur, qui est dispensé en général à partir de la MEAD de Montsartou et qui forme chaque année à peu près une vingtaine. Alors généralement plutôt de techniciens des collectivités, mais aussi de personnes en reconversion professionnelle, par exemple. Donc, on a recruté ce premier stagiaire 6 mois en 2018 et il a commencé par se présenter à l'occasion de nos assises de l'agriculture qui sont un moment privilégié, une journée entière consacrée à l'agriculture dans notre territoire, entre nos élus, nos agriculteurs, dans un format conférence, atelier de travail, intervention, pitch, etc. Et à cette occasion, en 2018, on a présenté les premiers diagnostics actualisés de notre agriculture qui ont été réalisés à la fois par la SAFER, la Chambre d'agriculture, la DDTM pour les déclarations PAC, le département des Alpes-Maritimes qui subventionne énormément nos investissements en matière d'agriculture, et j'en oublie encore. Oui, le parc naturel régional, puisque mon territoire est concerné en grande partie par un parc naturel régional qui s'appelle les Préalpes d'Azur. En 2018, le réseau régional circuit court s'est transformé en réseau régional PAT et il est coordonné par une coalim qui représente un certain nombre de ministères de l'État, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'ADEME. Au deuxième semestre 2018, on avait candidaté donc pour une labellisation PAT et à ce moment-là, l'État et la région faisaient un peu la fine bouche sur les PAT. On n'a pas été labellisé lors de cette première vague. On nous a proposé des financements assez minces en contrepartie d'engagements assez forts. Donc, nos élus ont préféré faire l'impasse sur ces demandes de subventions en 2018. On a réorganisé des assises de l'agriculture en 2019 et au premier semestre 2020, on a recruté une deuxième stagiaire alimentation durable qui est allée là au plus loin que les diagnostics, qui les a complétés, notamment sur notre partie cuisine centrale, cuisine intégrée, légumerie et autres. En début de 2021, nous avons fait une présentation au Conseil de développement du Pays de Grasse de la candidature que nous souhaitions soumettre pour une nouvelle labellisation PAT. Et en général, un comité de pilotage aujourd'hui dans nos structures ne concerne que les financeurs. Donc, les membres du Coalim, plus le président de la communauté d'agglomération. Et ce que nous avons souhaité rajouter dans ce comité de pilotage, c'est la représentation de la société civile par le conseil de développement, par son président, donc Monsieur Jean-Pierre Roselot, en ce qui nous concerne, dans l'idée qu'il était également garant de toute la concertation qui allait ressortir de nos ateliers, puisque dans nos ateliers de co-construction du PAT, on va y revenir, on a à peu près entre 120 et 150 participants, loin d'être tous des élus ou des techniciens des communes ou de la CAPG. Donc c'est important que cette parole de la société civile puisse être garantie par la présence du Conseil de développement. En 2021, on a également convenu avec Cap Azur, donc ce pôle métropolitain Ouest 06, qu'il y avait un certain nombre de sujets qui méritaient de déborder largement de nos limites administratives et qu'il y avait certainement des actions que nous aurions intérêt à porter ensemble. Et il se trouve que le département des Alpes-Maritimes a aussi été très intéressé de participer à nos travaux. On le verra plus loin en finançant des études et en participant activement à notre réflexion. Suite à cette labellisation, en 2022, le 1er janvier 2022, nous avons pu recruter une chef de projet, Sandra Troupena, qui est en charge d'animer pendant 2 ans notre PAT, donc de niveau 1, pardon, le volet A, c'est-à-dire le volet émergence, qui devrait nous permettre de mettre en place la préfiguration d'un plan d'action et surtout la gouvernance souhaitée pour notre projet alimentaire territorial. Et on a lancé
en grande pompe sur une journée entière notre PAT en avril 2022, pardon, là j'ai fait une erreur. Et ça, c'est des choses qu'on sait très bien faire. Et donc là, on a réuni à peu près 150, 180 participants sur une journée entière pour faire une mise à niveau complète de tous les participants sur tous les sujets d'un PAT parce qu'ils sont très, très vastes. Et ensuite, commencer à les positionner sur tel ou tel sujet en perspective des ateliers de concertation qui allaient suivre. En vous rappelant que parallèlement à ces démarches-là, on était aussi, et c'est moi qui l'ai administré, engagé dans un contrat de transition écologique qu'on a fait fonctionner un petit peu de la même manière, et en n'oubliant surtout pas que il y a eu un monde d'avant et que en 2020, on était en pleine crise sanitaire, donc difficile pour la concertation, et qu'aujourd'hui, on est dans un monde d'après où les modalités de concertation ont beaucoup évolué, et on le voit aujourd'hui beaucoup ouvert sur la dématérialisation. Donc, comment fonctionne notre PAT? À vrai dire, au départ, on a donc un conseil communautaire, hein, 72 élus à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, une présidence qui est très affirmée, qui est très importante et qui a souhaité elle-même porter ce PAT, donc un engagement plein et entier de notre président, Monsieur Jérôme Biot, maire de Grasse. Un bureau communautaire qui, lui, regroupe alors tous les maires de notre territoire, ça c'est important, mais au final quand même à peu près une trentaine d'élus communautaires. Qui travaille en commission thématique. Donc moi, ma commission thématique, c'est celle du développement économique, de l'agriculture et du tourisme, qui se réunit à peu près tous les trimestres, qui regroupe les élus qui ont souhaité s'impliquer dans ces sujets-là, et qui est également ouvert aux élus des communes membres. Donc c'est pas forcément des élus communautaires. Tous les élus du territoire sont invités à participer à nos commissions thématiques. Un conseil de développement qui est assez actif, hein, sur notre territoire, qui produit régulièrement des autosaisines ou qui répond aux saisines de notre président. Une direction générale, et ça, c'est pas une petite affaire, la direction générale. Il faut toujours convaincre, associer, tenir informé pour être sûr de son soutien plein et entier. Et puis des services, je vous disais beaucoup d'agents, près de 600 agents. Alors il y en a beaucoup qui sont sur nos musées, et également une très grande partie qui sont sur une partie du territoire sur le scolaire, la petite enfance, le temps périscolaire, et qui est un levier important en ce qui concerne notre projet alimentaire territorial. Pour faire vivre ce PAT, tous les participants, par définition, sont membres de notre comité technique. On y retrouve donc des associations locales, les ONG du territoire. On y retrouve l'État, les collectivités, les syndicats mixtes, les entreprises, la société civile. On essaye d'identifier aussi des représentants d'usagers, ce qui est très difficile quand on parle d'alimentation et d'agriculture. Et ce comité technique se réunit régulièrement en ateliers thématiques pour essayer de dégrossir les sujets, faire pointer les nécessités, les trous dans la raquette de notre territoire, et se positionner en tant que porteur d'action. Pendant tout ce temps-là, il est très important aussi donc de communiquer avec tout le monde via les réseaux sociaux, via l'animation qu'on met en œuvre, les lettres d'information, proposer des conférences. L'idée, c'est de souder un groupe autour d'une thématique. Et ce comité technique soumet au comité de pilotage le fruit de sa réflexion, la politique qu'ils souhaitent voir mise en œuvre sur le territoire, et les projets que les uns ou les autres sont susceptibles de porter dans le cadre de notre projet alimentaire territorial, puisque ce n'est pas la communauté d'agglomération elle-même qui va porter toutes les thématiques.
Et on n'oublie pas, dans le cadre d'une concertation bien faite, de faire des bilans réguliers, au moins annuels, en faisant non seulement ressortir tout ce qui pu se réaliser, tout ce qu'on va pouvoir classer dans, on va dire, dans le volet positif du PAT, mais en n'hésitant pas à revenir, à analyser et à partager tout ce qu'on pourrait appeler des échecs, qui pour nous sont pas des échecs, mais des retours d'expérience et qui guident les points d'amélioration qu'on peut mettre en œuvre pour faire aboutir les projets. Donc là, rapidement, vous voyez que on a eu une première salve de groupes de travail sur 6 thématiques qui ont été identifiées, donc foncier, logistique, accompagnement des communes, précarité alimentaire, sensibilisation à l'alimentation durable, transition écologique et adaptation au réchauffement climatique. Et donc, vous voyez qu'à peu près, on est sur 110 participants sur l'ensemble de ces ateliers. Il est ressorti de cette première concertation, et il y en a une deuxième qui est en cours aujourd'hui, déjà des grandes ambitions et les leviers les plus importants à mobiliser pour traiter de tous ces sujets. Plus en détail, vous voyez comment se décompose ce qui a pu être aujourd'hui identifié comme nécessaire et action à réaliser. Dont évidemment, et pour le conseil de développement, comme je vous le disais, cette présence dans le pilotage de notre projet alimentaire territorial. Alors pour être très concret, je vous ai mis quelques exemples des enjeux et des actions proposées par les GT. Comme je vous le disais, on est dans une deuxième vague aujourd'hui. Donc on est en train encore d'alimenter, euh, en précisant bien aux participants qu'à ce stade, il n'est pas question de se poser de freins. On sort de nos contraintes administratives, de notre gestion courante, des budgets qui nous sont alloués. On se dit tout et puis ensuite, on essaiera de se rendre opportuniste pour mobiliser les moyens financiers nécessaires. Et ça, c'est notre travail, j'ai envie de dire, au quotidien. Comme je vous le disais, donc un PAT, ça commence par, et comme nous l'explique Christophe à chacun de nos rendez-vous, par l'acquisition de données. C'est très important de faire un état des lieux, qui justifiera d'ailleurs ensuite les demandes de financement, ou nous aidera à identifier les trous dans la raquette. Alors, les données, cette année, on a beaucoup de chance en matière d'agriculture puisque le recensement agricole 2020, qui n'est que décennal, a été rendu public. Et donc, vous voyez que, par exemple, pour notre agriculture, certes, il y a une déprise sur le nombre de chefs d'exploitation, par exemple, mais on voit qu'il y a une grosse augmentation du salariat agricole. Ça, c'est une mutation de la société qu'on avait observée ces dernières années, qu'on sentait venir, qui était un peu au doigt mouillé et qui a été conforté par le dernier recensement agricole. Ce qui caractérise vraiment le dernier recensement agricole pour nous, en fait, c'est surtout les surfaces de notre agriculture qui sont labellisées certifiées AB. Donc pour nos deux grandes filières qui sont le maraîchage, on est à 33% des surfaces aujourd'hui sur notre territoire qui sont labellisées bio. Et pour ce qui est de la plante à parfum, on doit être à 68% des surfaces qui sont labellisées bio. Je crois que c'est vraiment l'axe qui se dessine dans notre agriculture et dans notre projet alimentaire territorial, c'est l'accès à une nourriture saine. Notre clé d'entrée, c'est vraiment de dire que l'alimentation, c'est le premier de notre médicament ou de nos poisons. Et les études qui sont parues ces dernières années mettent bien en évidence le fait que on peut manger 5 fruits et légumes par jour. S'ils sont pas bio, ils changeront pas beaucoup notre état de santé. Par contre, dès qu'ils sont bio, là, on est sur un gap qui est vraiment très intéressant. Bon, des départs à la retraite, comme sur tous les territoires. On a par secteur le portrait de toute notre agriculture. Alors là, on est sur des données qui étaient précédentes au recensement agricole. Et toutes les données, par contre,
qu'on reçoit, qu'on commande, qu'on trouve, on les intègre systématiquement à notre SIG, donc notre système d'information. Là, par exemple, on a une carte des sièges d'exploitation du territoire et puis du RPG. Tout ça, derrière, c'est transmis à mon SIG. Ici, les cartes de nos CUMA ou des syndicats agricoles locaux. Tout ça, c'est des données qu'on intègre à notre système d'information. Je vous en ai fait un extrait pour ceux qui n'ont pas l'habitude de manipuler ces outils-là. Alors, ce SIG, on y a tous accès hein, depuis nos postes de travail et on l'interroge par couche. Là, c'est simplement la couche d'un PLU qui est celui de la ville de Grasse, si je vois bien. Mais on peut interroger distinctement les couches ou les superposer suivant nos besoins et jusqu'à la parcelle, jusqu'au niveau du cadastre. Ce qui ressort comme données du recensement agricole, en gros, c'est que le département des Alpes-Maritimes, il est autonome en fruits et légumes à hauteur de 1%. Donc, vous voyez, on est aussi dans une difficulté qui est de dire notre objectif, c'est pas d'être à l'autonomie alimentaire parce que on n'y arrivera pas. Et on voit bien donc que nos discussions elles s'orientent beaucoup sur une agriculture 100% biologique plutôt. Et puis on va se fixer des objectifs évidemment d'accroissement de cette autonomie alimentaire. Mais voilà, on sera, on le sait, plus jamais à 100% de notre autonomie, ce qui interroge par ailleurs les relations qu'on va pouvoir avoir avec les territoires qui, eux, nous nourrissent. À l'échelle de la région, qui pourtant est très, très, très agricole, on est à 12% pour la couverture de nos besoins alimentaires. Alors, c'est dû au fait qu'il y a beaucoup de notre agriculture qui est orientée vers l'exportation, notamment le vin rosé du Var, par exemple, où là, on a des chiffres d'affaires dans l'agriculture qui sont énormes, mais qui ne participent pas à nos projets alimentaires territoriaux. Mais c'est aussi qu'il y a une partie du volume qui est capté par l'agroalimentaire. On a beaucoup d'agroalimentaire en région sud et qui ne produit pas forcément, par contre, pour le territoire. Il utilise les productions du territoire, mais plutôt pour l'export. Et on est en bout de ligne, hein, on est au sud-est de la France. Alors on était déjà une péninsule énergétique, ça on a pu y remédier, mais on sait très bien que si jamais il y a un problème de transport, par exemple, à peu près notre autonomie, elle se limite à ce qu'il y a dans nos rayons agroalimentaires, c'est-à-dire qu'on est au maximum à 3 jours d'autonomie, et puis ensuite, advienne que pourra. Alors, je vous le disais, on est inscrit dans un réseau régional qui brasse aussi de la donnée et qui produit des études. Là, je vous le résume en un slide, mais on a un magnifique travail, justement, un groupe de travail régional sur la résilience alimentaire. Et dans ce groupe de travail-là, pour poser le début de nos travaux, la région a fait réaliser une étude au bureau Utopie que je vous conseille, hein, qui a l'air d'être un bureau d'études qui régulièrement nous offre des études satisfaisantes. Et vous voyez là à quel point on est dans la précarité alimentaire sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. On peut aussi utiliser les données, Christophe vous en a déjà parlé, via deux outils qui sont Cratère et Parcelle, et qui nous permettent de projeter sur le territoire en partant du nombre d'habitants, par exemple, quelles seraient les surfaces agricoles nécessaires en fonction du fait qu'on veut être bio, non bio, carné, décarné, etc. Et que nous, on peut comme ça interroger un peu dans tous les sens. Je vous le disais, notre clé d'entrée au départ, c'est la restauration collective. Et donc, on projette souvent à l'aune du nombre de repas servis sur notre territoire via la restauration collective municipale. Les données, on va les trouver également dans les documents d'urbanisme parce que sur les surfaces agricoles, le recensement agricole avec ces surfaces agricoles utiles, il n'est pas totalement satisfaisant pour nous et on préfère se projeter à la vue de nos documents d'urbanisme, donc SRADET, SCOT et puis in fine PLU, carte communale et on arrive à peu près à ces chiffres-là pour notre territoire.
Alors là, pardon, on revient sur l'étude de résilience alimentaire de l'ADEME, mais c'est important. On a besoin de données qu'on ne connaissait pas, nous, du tout. Moi, je suis chargé de mission à l'agriculture, comme je vous le disais, donc le prisme de la précarité alimentaire, c'est pas quelque chose que j'avais l'habitude de manipuler. Mais ça nous a apparu, alors compte tenu du contexte Covid, guerre en Ukraine, maintenant inflation, très important de ne pas mettre de côté le sujet de la précarité alimentaire, et on s'est aperçu qu'on mettait le doigt dans quelque chose d'énorme, avec des associations qui se connaissent pas forcément sur une même commune, avec des difficultés propres liées aux dons alimentaires, mais surtout là, vous le voyez donc dans les grandes lignes, en région PACA, on a une personne sur 6 qui est en dessous du seuil de pauvreté. Chez nos voisins à Cannes, par exemple, on peut toujours fantasmer la ville de Cannes. On est près de 20% de personnes qui vivent sous le seuil de précarité. Donc c'est un enjeu qui est très important pour notre territoire et plus largement pour nos sociétés qui, visiblement, depuis plusieurs décennies, ont appris à mal manger et manger de mauvais produits, et donc avec un impact très important sur la santé. Donc là, vous voyez les chiffres dans les grandes lignes, hein, parce qu'on a tout ça évidemment dans le détail. Nos agriculteurs, on les a questionnés aussi dans le détail, quasiment individuellement. On a un énorme travail de brassage de données qui nous permettent aujourd'hui d'afficher les grands chiffres de notre territoire et puis de les mettre en perspective comme ici avec cette projection sur les 9 limites planétaires de Stockholm en janvier 2002, et ce qui sont des outils qui nous permettront de voir où on se situe sur une échelle globale. Et également en termes de réduction des gaz à effet de serre, puisque vous savez que nous avons donc un objectif 2050 de réduction de 50% des gaz à effet de serre en France, et dont on sait que l'alimentation représente à elle-même 40%. Donc alimentation, agriculture. Donc on est là sur éventuellement un axe fort de réduction, enfin d'atteinte de nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et vous verrez en travaillant vos PAT, mais c'est aussi un sujet qu'on pourrait élargir à l'alimentation, que ces objectifs, ils sont quasiment atteignables, ne serait-ce qu'en supprimant tout le gaspillage à tous les niveaux de nos sociétés occidentales. Bon, d'autres données, voilà, le gaspillage alimentaire. Alors là, on est sur des chiffres hallucinants. Et quand on dit que, en effet, le bio, c'est cher, si on commence à travailler dans nos communes sur la réduction du gaspillage alimentaire, on voit déjà l'énorme marge financière à notre disposition pour mieux travailler la qualité des produits. Et c'est globalement comme ça qu'on procède sur toutes nos communes. D'abord, on intervient sur la réduction du gaspillage alimentaire, et ensuite, on intervient sur l'approvisionnement. Oui, et donc évidemment, ce sont aussi des objectifs qui sont partagés dans le cadre de la loi Egalim, qu'on intègre forcément à nos travaux. Vous le savez, on est face à un enjeu important en termes de réchauffement climatique. Aujourd'hui, dans tous les projets alimentaires territoriaux, il doit y avoir un volet de la transition agroécologique. Comme je vous le disais, on est déjà un territoire qui est très impliqué dans ces sujets-là, mais qu'il faut que, d'une part, on arrive à généraliser et systémiser pour toute installation. Vous voyez les projections du GREC Sud, donc la branche sud-est France du GIEC, et on est quand même globalement assez mal barré, si je peux me permettre de le dire comme ça. La donnée, on va la trouver aussi auprès de partenaires. Là, je vous présente un projet qu'on a mis en œuvre déjà depuis un an sur notre territoire, avec une société nouvellement installée à Grasse qui est spécialisée dans les données acquises dans l'espace. Alors, elle est tournée beaucoup vers la Terre avec l'étude des climats notamment, mais elle se tourne aussi vers l'univers. Et on est convaincus, nous, ça fait des années qu'on travaille avec l'écosystème universitaire. On a 500 laboratoires de recherche.
plus de 5000 chercheurs dans un rayon de moins de 50 km autour de nous. Donc les compétences, elles sont là, elles existent. Et là, je vous présente un projet donc de sciences participatives avec cette société AcriST qui fait télécharger une application aux propriétaires d'oliviers sur le territoire, parce qu'on a énormément d'oléiculture sur le territoire. Le propriétaire ou le gestionnaire de ces oliviers utilise l'application pour partager ses observations, notamment d'attaque de mouches de l'olivier, de développement de certaines maladies propres à l'olivier. Et derrière, la société va brasser avec les données qu'elle a en termes de météo, humidité, vent, orientation de la parcelle, etc., puisque c'est géolocalisé. Et on espère que plus il y aura de participants, plus ça sera facile dans 2 ou 3 ans, que ce soit en fait l'application elle-même qui revienne vers vous en vous disant attention, dans 3 jours pour vous sur votre secteur, c'est l'arrivée des mouches de l'olivier. On prévoit une semaine de beau temps, donc c'est le temps pour vous de pulvériser votre coalin, de l'argile en fait, pour vous protéger de la mouche de l'olivier. Donc voilà, on essaye de trouver avec ces sociétés-là, là on est parti sur l'olive, mais comment aussi on peut faire de la science participative dans le territoire, et c'est quelque part aussi important que la concertation. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte que chaque personne qui contribue à notre projet alimentaire territorial, d'une façon ou d'une autre, puisse aussi se l'approprier quasiment dans son quotidien. Et puis, on va chercher de la donnée aussi avec nos partenaires, comme le département des Alpes-Maritimes, qui aujourd'hui, sur nos sollicitations, réalise une étude de l'eau complète sur nos masses d'eau maralpines, mais surtout son usage en agriculture. Et là, je vous mets un sujet qu'on a souhaité développer à l'échelle de l'Ouest des Alpes-Maritimes, qui est la question de la logistique de ces denrées alimentaires. Et voilà pour cette présentation rapide. J'espère, Pauline et Christophe, que j'ai pas été trop long et qu'on va pouvoir ouvrir la place au débat avant de passer sur le sujet des données à proprement parler avec Christophe.